Pourquoi est-ce qu'on entend encore aujourd'hui que la psychanalyse serait contre l'homosexualité? Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais vous m'avez demandé une version un peu plus poussée sur les concepts, sur les auteurs, et c'est vrai qu'on en aurait de quoi parler pendant des heures et des heures. Donc je vais essayer de parler plus lentement. N'hésitez pas à mettre sur pause, à noter. Je vais essayer d'organiser ça en suivant l'évolution des idées, de manière chronologique, en partant de Freud, les post-freudiens, il y a eu Jung, il y a eu Lacan, et tout ce qui est révision contemporaine, plutôt dans les années 90, jusqu'à l'état actuel de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, elle ne parle pas d'une seule voix, hein, comme dans tout milieu, il y a différentes voix, différentes opinions, et en plus, sa position a beaucoup évolué dans le temps, selon l'ère du temps aussi, et selon les époques. Donc pour commencer, je vais essayer de parler plus calmement, parce que paraît-il, je parle trop vite dans mes vidéos. Ceci dit, c'est des vidéos qui durent souvent plus de 10 minutes, donc j'essaye de faire au mieux pour vous aussi. Donc pour Freud, vous savez que Freud, c'est loin d'être un humain que j'estime. D'un point de vue personnel, il a eu quand même beaucoup de comportements qui pour moi sont totalement inacceptables. Il a aussi dit des choses qui ont créé qui ont eu beaucoup de répercussions très négatives. Pour autant, quand on dit des choses bien, quand on a des positions que je trouve aller dans le bon sens, je tiens à le dire. Et pour l'époque, Freud a vraiment eu une position surprenamment ouverte et non pathologisante quant à l'homosexualité. Il ne considérait pas ça comme une maladie. Je vais essayer de vous citer un petit peu des extraits de textes, parce qu'on a quand même un certain nombre de textes directement écrits de Freud, donc ça nous permet aussi de moins interpréter sa pensée et de savoir très exactement ce qu'il disait. Donc en 1905, il a écrit 3 essais sur la théorie sexuelle, et dans ce texte, il écrit l'inversion, c'est le nom qu'on donnait à l'homosexualité à l'époque. L'inversion n'est pas un vice, elle n'est pas une dégradation, nous ne pouvons pas la classer parmi les maladies. Donc là, c'est vraiment un point fondamental. Il faut garder en tête qu'à cette époque, l'homosexualité, c'est un crime et c'est considéré comme une dégénérescence biologique. Donc là, Freud, il va vraiment à contre-courant. Un peu plus tard, en 1935, on a retrouvé une lettre qu'il a écrite en réponse à la demande d'une mère américaine qui s'inquiétait pour son fils homosexuel. Il écrit « L'homosexualité n'est assurément pas un avantage, mais elle n'est pas une honte, un vice ou une dégradation. Ce n'est pas une maladie. Point. » Et il ajoute un peu plus loin « Il serait injuste et cruel d'attendre du traitement psychanalytique qu'il change un homosexuel en hétérosexuel. » Donc pour Freud, on voit bien qu'il n'y a pas de condamnation morale, il n'y a pas non plus de diagnostic psychiatrique, et que donc la guérison, si déjà elle n'est pas souhaitable parce qu'elle n'existe pas, il n'y a rien à guérir, et de toute façon ce ne serait pas possible. Donc ce que Freud cherche à comprendre en fait dans ses écrits, et c'est ce qui a, je pense, amené beaucoup de confusion et d'interprétations erronées, ou du moins n'allant pas dans le bon sens de l'histoire dans les années qui ont suivi, c'est qu'il a cherché à comprendre non pas une cause, mais une dynamique. Et lui, il considère que la sexualité n'est pas un continuum, il n'y a pas de but normal, il n'y a pas de destin à être hétérosexuel. Il propose une hypothèse, en fait, dans un texte qu'il a écrit en 1920, psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine. Donc lui, ce qu'il propose dans ce texte-là, c'est que peut-être il y a des parcours homosexuels, pas tous, mais certains parcours homosexuels qui peuvent se faire autour de mécanismes identificatoires précoces. Peut-être qu'il y a une orientation narcissique de la libido chez certaines personnes homosexuelles. Donc déjà, bon, on n'est pas ni dans le systématique, ni dans le pathologique. Il dit « Une prédisposition à l'homosexualité se trouve chez tous les êtres humains. Point. » Donc pour lui, vraiment, l'homosexualité, elle fait partie de la sexualité humaine en général. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, ni meilleure ni moins bien que l'hétérosexualité. Ce qui s'est passé, c'est que après sa mort, il y a eu des gens qui se sont revendiqués comme étant post-freudiens. Et là, il y a vraiment eu des dérives très pathologisantes. Ce que dit l'histoire aujourd'hui quand elle analyse cette période-là et ce fait psychanalytique-là,
c'est que les successeurs de Freud l'ont interprété à travers les normes culturelles de leur époque et pas vraiment à travers sa pensée réelle. Aujourd'hui, on a bien plus de traces écrites et de preuves qu'eux n'en avaient à l'époque. Et de toute manière, on est forcément influencé aussi par les courants culturels, politiques de notre époque. Donc, la première à citer, là je vous les cite plus dans l'ordre chronologique, hein, il n'y a pas de qui a été pire, qui a été moins bien. Mais Mélanie Klein, que je vous cite assez régulièrement pour ses travaux qui ont été extrêmement fondateurs pour comprendre le développement du jeune enfant, euh, elle, ce qu'elle pensait, c'est que, bon, déjà, on peut dire qu'elle n'a pas écrit sur l'homosexualité directement. Par contre, elle a souvent relié l'homosexualité à d'autres choses dans ses études. Notamment, elle relie le fait d'être gay a des angoisses psychotiques primitives. Elle parle de stades préoedipiens qui auraient été fixés, c'est-à-dire les gens n'ont pas pu passer leur complexe d'Oedipe, que l'homosexualité serait une défense contre l'hétérosexualité. Elle parle de confusion des identifications père-mère qui crée de l'homosexualité chez les enfants. Bref, euh, même sans parler de maladie directement dans ses textes, elle associait quand même systématiquement l'homosexualité à des troubles du développement du jeune enfant, à des positions paranoïdes ou schizophréniques, à des positions dépressives qui n'auraient pas été suffisamment bien élaborées. Et puis, comme elle parle, je vous ai déjà dit, elle parle des objets bons ou mauvais. Pour elle, c'est un enfant qui n'a pas su intégrer correctement les bons et mauvais objets. Et donc, on ne peut pas dire que ses propos soient vraiment homophobes. Par contre, vraiment, pour elle, l'homosexualité, c'est une immaturité psychique. Et du coup, de nombreuses personnes qui se revendiquent kleiniens, qui suivent sa pensée, considèrent que l'homosexualité est un problème de développement psychique et psychologique. Je vous renvoie à notamment deux de ses écrits. Il y a eu en 1946 Notes sur quelques mécanismes schizoïdes et il y a eu en 1952 Le développement précoce chez l'enfant. Sachant qu'une grande partie de ces conclusions, ça vient non pas d'études empiriques, mais plutôt des réflexions cliniques. Bon, elle n'était pas vraiment dans le concret, mais plus dans l'élaboration intellectuelle. Quasiment une contemporaine, mais avec quelques années de moins, il y a Anna Freud, la fille de son père. Anna Freud a une position un peu plus normative. Elle pathologise pas directement l'homosexualité. Par contre, elle pense que ce n'est pas la norme. Voilà. C'est-à-dire que normalement, un enfant, il doit devenir hétérosexuel en passant par le complexe d'Oedipe qu'il arrive à résoudre. Et donc, si on est homosexuel, c'est parce qu'il y a eu un échec dans le développement et la résolution oedipienne. Du coup, elle renvoie l'homosexualité à un problème de maturation émotionnelle et sexuelle. Et elle pense que la sexualité adulte, c'est forcément une sexualité hétérosexuelle. Je dirais même plus, elle pense qu'une sexualité adulte, c'est hétérosexuelle et génitale. Voilà. Dans sa théorie, donc l'hétérosexualité, c'est la norme, c'est ce vers quoi tout le monde doit tendre dans un développement normal. Et donc, par effet miroir, l'homosexualité, ce n'est pas la norme, c'est une déviation. Je vous renvoie à son écrit qui s'appelle Le moi et les mécanismes de défense, qui date de 1936. Et puis, elle a écrit pas mal de choses dans les années 50 sur l'adolescence de manière générale, dont je ne vous en cite pas un en particulier. Dans tous ses écrits, elle relie l'homosexualité quand même à ce qu'elle appelle des fixations immatures. Ça montre bien que pour elle, c'est un signe de défaut dans le développement émotionnel et sexuel normal. Ensuite, je vous ai parlé, là encore, des successeurs, du moins se revendiquant successeurs de Freud, deux Américains notamment, qui ont fait beaucoup de mal. Il y a eu Irving Bieber et Charles Socarides, des psychanalystes américains qui vont notamment créer des horreurs. Allez savoir pourquoi. C'était des hommes américains, ils ont eu micro ouvert alors que leurs études étaient hautement contestables.
Et ils ont notamment beaucoup œuvré, si ce n'est directement, au moins indirectement, à la création et à la publicité sur tout ce qui est thérapie de conversion. Donc on peut dire qu'ils ont vraiment fait beaucoup de mal. Et comme vous le savez peut-être, il faut 2 minutes pour sortir une énormité et il faut 1 heure pour la décrédibiliser, la démonter, prouver qu'elle est fausse, cette idiotie. Donc ces deux personnes-là, à elles deux, on peut dire qu'il a fallu des dizaines et des dizaines d'années pour petit à petit détricoter tout le mal qu'elles ont fait. Et encore aujourd'hui, si la psychanalyse a aussi mauvaise presse, c'est en grande partie à cause d'eux. Alors que ces gens-là, bah, ça fait bien longtemps qu'ils sont décédés et qu'ils n'ont plus du tout micro ouvert et pignon sur rue. Donc déjà, Irving Bieber. Irving Bieber, il est notamment connu pour avoir produit une étude en 1962 qui s'appelait Homosexualité, a Psychoanalytic Study of Male Homosexuals. Autrement dit, une analyse psychologique des hommes homosexuels. Qu'est-ce que je traduis bien? Donc lui, c'est vraiment une étude dans laquelle il conclut que l'homosexualité, c'est parce qu'on a eu soit une mère trop intrusive, trop étouffante, trop possessive, soit et ou un père distant, ou alors trop hostile, ce qui fait que par réaction, on devient homosexuel. Il parle d'un problème d'identification masculine pour les jeunes garçons. Il s'est beaucoup basé sur les hommes, hein. Les femmes homosexuelles ont été quand même nettement moins étudiées. Et donc lui, il pense que la psychanalyse peut guérir l'homosexualité, hein. Donc le problème, c'est que ces études, il les a fait sur ses propres patients de psychanalyse, donc l'échantillon était complètement biaisé. C'est-à-dire que quand on étudie des gens qui ne vont pas bien, c'est tellement facile de dire « Ah, mais vous n'allez pas bien parce que vous êtes homosexuel », plutôt que de chercher la réelle cause qui va derrière. En plus, un autre gros problème quand même de son étude, c'est que il a fait une étude, mais il n'a pas fait de groupe témoin. Vous savez que c'est une obligation pour vérifier l'effet placebo, pour vérifier que tout simplement l'ensemble de la population n'est pas concernée par la même problématique. Bref, il fait des conclusions qui sont totalement normatives, c'est-à-dire elles sont dans l'air du temps et pas basées sur des résultats concrets. Et toute son interprétation est complètement basée sur un modèle complètement patriarcal de la famille. Le problème, c'est que ce livre, il a vraiment alimenté pendant des décennies la vision de l'homosexualité en montrant le fait d'être gay comme étant un trouble psychopathologique, vraiment. Pour citer malheureusement son analyse, je vous ai dit le terme tout à l'heure, là, de 1962, Homosexuality, a Psychoanalytic Study of Male Homosexuals. Pardon pour mon accent anglais pas terrible. Bien entendu, cette analyse, elle est sortie peu de temps après l'analyse d'Evelyn Hooker, dont je vous ai longuement parlé dans une autre vidéo, qui, elle, a sorti une analyse en 1957 qui démontre que les homosexuels ne sont pas plus névrosés ou plus pathologiques que n'importe quel hétérosexuel. Donc il me semble que vu la suite chronologique des événements, ce monsieur a vraiment cherché à prouver qu'une femme chercheuse avait totalement tort. Peu de temps après, sur la même période, hein, mais si on reste un petit peu dans la partie chronologique, ça date plutôt des années 75-80, il y a Charles Socarides, qui lui était explicitement homophobe. C'est un monsieur qui est l'un des fondateurs de la NARTH, N-A-R-T-H, qui était une organisation qui faisait la promotion des thérapies de conversion jusque dans les années 2000. Hein. Donc lui, je crois qu'il était né dans les années 20, donc on peut dire qu'il a fait quand même lui aussi beaucoup de mal. Pour lui, alors son unique écrit, date de 1978, enfin, unique écrit connu. Donc 1978, The Overt Homosexual. Dans ce texte, il pense que l'homosexualité, c'est un trouble du développement, que ça vient d'une relation pathologique à la mère, et parce que le père, il est absent ou incompétent. En gros, si on regarde, ces deux hommes pensent que c'est la faute de la mère, et le père, lui, serait pas assez courageux pour se positionner. Et il est persuadé que la psychanalyse peut rendre hétérosexuel. Pour lui, l'homosexualité, c'est vraiment une pathologie
et il se met en opposition frontale avec Freud, alors même qu'il se dit freudien. Donc ces positions sont vraiment complètement à l'opposé, et pour autant, bah, elles ont eu une influence qui a complètement occulté le point de vue de Freud sur le point de vue psychanalytique, le point de vue de la psychanalyse, si on peut essayer de mettre ce point de vue dans un seul même panier. Vraiment, ces deux bouquins, là, ces deux études euh, ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal à la psychanalyse. Si on remonte un petit peu en arrière, parce que j'aimerais vous parler de quelqu'un d'autre que Freud, c'est parler de Jung et de Lacan, qui sont tous les deux deux grands psychanalystes qui ont eu des positions moins officielles, mais pour autant très intéressantes sur le sujet de l'homosexualité, surtout pour l'époque. Donc déjà pour parler de Freud, pardon, pour parler de Jung, donc Carl Gustav Jung, il n'a jamais élaboré de théorie très cohérente sur l'homosexualité, mais dans ses écrits, souvent l'homosexualité est rattachée soit à ce qu'il appelle une hypertrophie de l'animus, anima chez l'homme, animus chez la femme. Bon là, il faut vraiment rentrer dans le langage jungien. Je vous en ferai peut-être quelques vidéos par la suite, et encore, je pense que je ne suis pas la spécialiste du sujet, mais, euh, mais il a vraiment un langage et un monde à lui qui est passionnant. Donc pour lui, c'est vraiment un problème, c'est considéré comme un problème. L'animus ou anima chez l'homme ne se serait pas suffisamment développé. Il pense aussi que on développe en fait une libido qui est plutôt orientée vers des images internes plutôt que vers le monde extérieur, et que donc les pôles masculin-féminin de la psyché ne sont pas correctement intégrés. Donc sans parler de pathologie, le point de vue de Jung tend plutôt à considérer que l'homosexualité, c'est un déséquilibre. Voilà, c'est pas pathologique, c'est pas une maladie, mais il y a eu un déséquilibre dans le processus d'individuation. Et il y a eu un problème dans l'harmonisation des archétypes sexués. Donc il a quand même une vision extrêmement essentialiste et donc très hétéronormée. Voilà, il y a une polarité homme-femme, et donc si on est homosexuel, c'est que cette polarité n'a pas été suffisamment équilibrée. Pour ça, si je dois vraiment vous citer seulement deux textes, ce sera compliqué à lire, mais c'est passionnant. Il y a La psychologie de l'inconscient qui date de 1917, et il a écrit Ion en 1951. Pour parler de Jacques Lacan, 1901-1981, donc là aussi il est arrivé un petit peu après d'un point de vue chronologique, un petit peu après dans le monde de la psychanalyse. Il a eu une position beaucoup plus symbolique et beaucoup moins normative. Pour lui, l'homosexualité, ça veut rien dire de la structure psychique. En gros, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on a plus de psychose ou de perversion ou de je ne sais quoi. Et pour lui, l'orientation sexuelle, elle est vraiment secondaire hein, par rapport à l'identité du sujet. Pour lui, le rapport, le rapport à l'identification, la place dans l'ordre symbolique, euh, tout ça, c'est beaucoup plus important que la sexualité en elle-même. Il y a des ambiguïtés quand même dans ces textes. Il y a certaines formules qui sont quand même assez normatives, hein, quand il parle de fonction paternelle euh, ou maternelle, quand il parle de femmes gays, il parle de prendre la place de la mère. Bon voilà, il a quand même une vision un petit peu trouble. Il parle aussi d'erreur dans le désir, donc s'il y a une erreur, c'est bien qu'on considère que l'hétérosexualité est la norme. Donc on ne peut pas dire qu'il soit pathologisant, mais son système, lui, il n'est pas neutre non plus, hein. On reste vraiment sur une vision symbolique très binaire masculin-féminin. Je vous renvoie à ses écrits, notamment tout ce qui est la signification du phallus. Quand je parle de phallus en tant qu'objet, hein, pas en tant qu'organe, ça, il l'a écrit en 1958. Et puis, il a écrit différents séminaires, je pense notamment au séminaire 4 et séminaire 20, où il parle spécifiquement de sujets de l'homosexualité. On va faire un petit peu un bond dans le temps, on va aller vers les contemporains. Bon, bon dans le temps plus ou moins, mais on va dire à partir de la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre. Je devrais peut-être d'ailleurs vous en parler dans un ordre un peu plus intéressant. Hop.
Déjà, je vais vous parler de Ferenczi, ouais, Ferenczi. Ferenczi, il a écrit Le développement du sens de la réalité en 1913. Sándor Ferenczi, il avait une position vraiment moins normative lui aussi que ses contemporains. Il faut toujours garder le point de vue de l'évolution de la société à ce moment-là de l'histoire avec un grand H. Donc pour lui, l'homosexualité, c'est un effet de traumatisme relationnel, mais il présente ça comme une adaptation assez créative de la psyché. En gros, l'homosexualité, c'est pas une maladie, c'est un mode d'organisation, tout comme quand on a un trauma, n'importe lequel, hein. On a eu des parents violents, on a vu quelqu'un mourir devant nous, on a été choqué par une mauvaise nouvelle. Notre psyché a des réactions et se construit pour supporter et nous permettre de ne pas nous effondrer psychiquement face à un trauma. Bah, pour lui, l'homosexualité, c'est une adaptation créative, parce que notre cerveau est quand même vachement évolué. Il nous permet de trouver une solution pour survivre. Bon, je suis pas sûre que ce soit bien perçu aujourd'hui. On pourrait dire quand même que c'est extrêmement... voilà, ça reste quand même un petit peu pathologisant, même si en fait lui ne considère pas ça comme une maladie, mais comme une évolution pour trouver un équilibre malgré tout. En tout cas, l'homosexualité n'est pas la norme pour lui. Ensuite, au niveau de Winnicott, dont je vous parle très régulièrement aussi, Donald Winnicott, lui, il estime que l'homosexualité, c'est un mode d'être comme les autres. Voilà. La sexualité, ça se développe en fonction de l'environnement, c'est pas un symptôme en soi, c'est juste une orientation. Ceci dit, il y a aussi certains termes qui, par la suite, ont été lus et analysés comme étant peut-être un peu plus homophobes. Quand il parle d'arrêt du développement sexuel, quand il parle de faux self homosexuel, on n'a pas suffisamment d'écrits aujourd'hui pour savoir ce qu'il voulait dire vraiment, et ça peut être analysé comme quelque chose de pathologisant. Un de ses écrits les plus intéressants, je pense, c'est Jeu et réalité, qui date de 71. Un autre auteur à prendre en compte, je vous en ai déjà parlé un petit peu, c'est Wilfred Bion, qui a jamais rien écrit sur l'homosexualité directement, mais ces concepts, tels qu'on peut les analyser, nous laissent penser que l'homosexualité, ce serait un échec de transformation ou un défaut de contenance maternelle. Voilà, que la mère n'a pas suffisamment mis un cadre rassurant et donc que l'enfant devient homosexuel par réaction. Bon, ceci dit, c'est plus les héritiers de Bion qui ont donné toute cette analyse de ses écrits. Lui en lui-même, il n'y a jamais eu aucun écrit ou aucune trace d'une telle pathologisation. C'est plus ces écrits qui ont donné lieu à des analyses et à des écrits de la part de ses successeurs, entre guillemets, du moins de ceux qui se réclament de sa pensée. Là, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, je vais parler de Françoise Dolto. Françoise Dolto. Je fais une petite parenthèse parce que c'est à prendre avec des pincettes, mais elle est souvent citée parce que dans les débats médiatiques, elle était filmée, elle a eu des phrases. Si je veux être gentille, je dirais des phrases malheureuses. Si je veux être vraiment contre elle, je dirais qu'elle a créé des monstres, hein, dans la société. Si j'ai envie de faire un parallèle, ça va peut-être vous faire rire, peut-être pas. Ça me fait penser un petit peu à tout ce que J.K. Rowling peut déverser d'horreur sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ses écrits premiers sont fantastiques. C'est vraiment par la suite, à partir du moment où elle a eu micro ouvert pour parler de tout un tas de choses qui n'avaient rien à voir avec Harry Potter, qu'elle s'est mise à dire des horreurs transphobes. Est-ce qu'il faut pour autant annihiler la totalité de son œuvre? Là, on rentre dans un grand débat, l'artiste, l'œuvre et l'artiste, etc. Justement, Françoise Dolto, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à elle, parce que son œuvre est bien plus complexe que sa réputation et que les quelques sorties médiatiques horribles qu'elle a pu faire sur des plateaux télé. Au point de vue de l'homosexualité, elle a une position qui est ambivalente, c'est-à-dire que d'un côté, elle dit que c'est un blocage dans l'identification sexuelle et sexuée plutôt,
Pour autant, elle n'est pas pathologisante, elle dit que c'est une solution qui a été trouvée par la psyché. Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est créatif, le système psychique trouve une solution pour se remettre d'un problème, d'un trauma, d'un blocage. Voilà. On ouvrira peut-être le débat, mais il faut vraiment pour moi que j'ai encore beaucoup plus de réflexion sur le sujet. Je la lis depuis assez longtemps, je trouve que ses écrits sont très intéressants, mais j'ai encore, aujourd'hui trop de mal à me positionner, pour juger en fait ses paroles et ses écrits. Pour rester dans le sujet quand même, après il y a eu donc elle était vraiment dans les années 80. Avec les années 90-2000, on voit arriver en France la psychanalyse queer. Il y a des penseurs lacaniens modernes, et puis surtout, il y a une personne à citer, c'est Jean Laplanche. Jean Laplanche, qui est euh, vraiment une référence majeure de la psychanalyse contemporaine. En 92, il a écrit La révolution copernicienne inachevée. Super, un texte extraordinaire. C'est un des rares grands psychanalystes à dénoncer la norme hétérosexuelle dans la psychanalyse, à dire que l'homosexualité, c'est une traduction. Alors, comment il dit? Il parle de message énigmatique de l'autre. Euh, et puis, il refuse vraiment toute vision qui serait critique, qui serait déficitaire. Voilà, dans sa théorie, l'homosexualité, c'est un destin de sexualité parmi d'autres, point. Voilà, ni plus ni moins, il est vraiment extrêmement neutre. Et ça a vraiment été une révolution. Ce monsieur, il est décédé dans les années 2010, mais ses écrits autour des années 90 ont été extraordinaires pour faire avancer euh, la vision, une vision plus neutre, même si parfois c'est pas parfait, plus neutre de l'homosexualité dans la psychiatrie et dans la psychanalyse française. Et donc mondiale, puisque tout s'influence. On peut aussi citer un certain nombre d'auteurs plus contemporains, comme Didier Ribon, ou comme Roussillon, comme Jacques André aussi, surtout. Tous ont parlé du fait que l'homophobie et la pathologisation, c'est culturel. Voilà. L'hétérosexualité, c'est pas une obligation psychique comme si c'était une norme développementale, c'est juste une norme historique, c'est une construction sociale. Pour citer Jacques André qui a écrit La sexualité féminine, les 100 mots de la psychanalyse, je ne sais plus quand c'était, j'ai pas noté la date. Euh, il écrit quand même que voilà, c'est un mythe, l'homosexualité, c'est un mythe psychanalytique qui a été fabriqué par le XXe siècle, qu'il y a des effets de projection théoriques et surtout qu'il n'y a aucune réalité pathologique. Voilà. Ça aussi, ça a vraiment beaucoup aidé à faire évoluer les mentalités et à faire évoluer aussi au niveau légal, finalement, le, les dispositions en France pour que l'homosexualité ne soit plus victime de discrimination ni légale ni médicale. Vous connaissez mon point de vue sur la question. Actuellement, on peut dire que légalement, ce n'est pas autorisé de faire des discriminations. Pour autant, il y a encore beaucoup de chemin. Mais bon, ça avance petit à petit. Mais ce serait bien que ça avance un peu plus vite. Donc aujourd'hui, si je veux terminer cette longue vidéo, la psychanalyse contemporaine, elle ne pathologise plus du tout l'homosexualité. Que ce soit l'International Psychoanalytic Association, que ce soit le DSM, que ce soit les grandes écoles psychanalytiques ou que ce soit les colloques internationaux, tout le monde, pour parler au nom de la psychanalyse, tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y a aucun fondement pour pathologiser l'homosexualité et que l'homophobie, c'est un phénomène culturel intériorisé. C'est pas du tout quelque chose de naturel et de normal d'être homophobe. Donc, la psychanalyse contemporaine, elle travaille sur l'impact des normes sociales, sur les phénomènes de honte, d'exclusion et de stigmatisation, et surtout sur la façon dont un sujet, quelle que soit sa sexualité, va se construire dans une société qui est très hétéronormée. Mais en fait, la psychanalyse, aujourd'hui, elle ne va pas du tout se concentrer sur l'orientation sexuelle en elle-même.
Comme je vous le dis souvent, quand je suis face à un patient, je suis face à un patient et je dois découvrir son mode d'emploi à lui en fonction de l'environnement dans lequel il a grandi. Or, même 2 enfants qui vivent ensemble avec les mêmes parents, dans les mêmes écoles, avec les mêmes amis, ne vont pas avoir les mêmes expériences de vie. De toute façon, ils ne sont pas les mêmes déjà à la naissance, ils n'ont pas les mêmes sensibilités, la même manière de fonctionner. Donc, 2 êtres humains ne peuvent absolument pas être comparés. En psychanalyse contemporaine moderne, il en va de même. Quelle que soit l'identité sexuelle, de genre, revendiquée, réelle ou non de la personne face à moi, j'ai une personne. Et c'est sa norme à elle que je vais interroger, son environnement, la manière dont elle a intériorisé tout ça, et surtout, qu'est-ce qui lui pose problème, parce que si elle vient me voir, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas, et généralement, la sexualité en elle-même n'est pas un problème. Ou si c'en est un, ce n'est que la résultante d'un problème plus vaste, qui est lié à la société de manière générale, ou à l'histoire familiale, ou à une relation de couple très particulière. Pour résumer cette histoire, voilà, Freud, non pathologisant, les post-freudiens, très pathologisants, Jung et Lacan, bon, un peu ambivalents, quand même assez hétéronormés. Et puis de Winnicott, Ferenczi, Laplanche et tous les contemporains, petit à petit, on va vraiment vers une dépathologisation complète, une critique de la norme. Et aujourd'hui, ben non, l'homosexualité n'est pas un problème pour la psychanalyse n'est pas contre, la psychanalyse ne cherche pas à traiter ou guérir l'homosexualité, quelle horreur. Au contraire, elle analyse plutôt la norme, la culture et les effets de l'homophobie lorsqu'elle est intériorisée. J'espère avoir été un petit peu plus claire et vous avoir donné assez de références. Ceci dit, encore une fois, le sujet est très très vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Là, je vois que ça fait déjà une demi-heure que je vous en parle et j'ai l'impression simplement de survoler le sujet. Mais voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, bye bye.